ancien élève de cette école. Avant d'être étudiant dans cette école, j'ai fait 3 diplômes d'ingénieur qui n'étaient pas uniquement du masochiste, ni au moment où je l'ai fait, ni pour venir ici, mettre les autres mal à l'aise. Le premier diplôme que j'ai, c'est un diplôme d'ingénieur civil. L'objectif majeur de cette formation, c'est d'apprendre à diriger les chantiers, d'étudier les grands ouvrages, des ouvrages d'art classiques, je dirais, mais aussi des chantiers de bâtiments. À la fin de cette première formation, j'ai estimé que mon niveau n'était pas suffisant en matière de sciences. J'ai fait une autre formation qui s'appelle le Centre des hautes études de la construction, qui est beaucoup moins connu, sauf dans certains milieux. La plupart de mes camarades à cette époque ont conçu et fait construire des centrales offshore, des centrales atomiques, des plateformes offshore, des ouvrages à très grand risque. Et puis j'ai une formation d'ingénieur territorial, je suis directeur territorial, donc comme Yvon, par exemple, j'ai été du côté de la maîtrise d'ouvrage. J'ai d'ailleurs exercé les fonctions de directeur de l'organisation du Conseil général. Mais à 30 ans, j'avais beaucoup publié déjà dans le domaine de ce qu'on appelle la construction ici, notamment dans l'encyclopédie du bâtiment. Mais j'étais aussi économiste et en fait, depuis 30 ans, j'ai surtout publié des rapports très confidentiels en matière d'économie. Économie très spécialisée sur la mise en œuvre des technologies de l'information au service de la construction en général, mais du développement durable. Figurez-vous qu'il y a 30 ans, j'étais convaincu que l'informatique et les télécoms allaient d'abord servir à construire pour les plus pauvres, avoir des coûts de maîtrise d'œuvre, d'assistance à maîtrise d'ouvrage réduits. Pas du tout ça qui s'est passé. Je dois dire que c'est ce sujet sur lequel j'écris maintenant, mais pour le grand public, parce que la dérive de la maîtrise d'œuvre est très pénalisante pour le secteur de la construction, dans la mesure où vous avez la moitié des Français qui veulent de l'ancien. Alors il y a des facteurs sociologiques à ça, mais il y a aussi des facteurs de qualité des constructions actuelles qui sont très contestés par l'opinion. Et ça, c'est un contexte dont je vous parle, pas pour non plus être désagréable, c'est parce que vous allez être confronté à ça. Et le cours que vient de vous présenter Roger est vraiment important. Il est tellement important qu'à mon avis, il devrait y avoir un diplôme de spécialisation, d'approfondissement dessus. Parce que c'est vraiment, vu la demande, c'est cette demande d'expertise de bâtiments existants. Savoir ce qu'il faut en faire, est-ce qu'il faut les démolir, est-ce qu'il faut les adapter, comment. Ça demande de l'expertise. C'est le mot que tu emploies. C'est assez difficile. Bien. Et puis j'ai fait mes études ici, je me suis bien amusé. En particulier, j'étais élève dans ce cours ici, et j'assistais à des disputes entre mes profs. J'étais scandalisé. Qu'est-ce que c'est que ces cons? Ils sont profs, ils s'engueulent devant nous. Je pensais tellement ça que j'ai fini par les engueuler moi-même. C'est comme ça qu'ils m'ont embauché comme prof. Et puisque j'étais capable de les engueuler, je devais être prof. Donc ils m'ont remplacé, ils m'ont chargé de remplacer des cours, donc je me suis retrouvé à peu près un peu plus âgé que vous, à faire des cours, à l'amphithéâtre ici, les cours de construction. Donc c'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup travaillé depuis longtemps, et j'ai pas fini. Alors, le cours que je dois vous présenter aujourd'hui, c'était 706, c'est un cours qui a pour objectif, s'appelle Architecture, économie, écologie. Et pour vous faire d'autres illustrations que ça. Vous voyez? C'est les Grecs avec 2 E. Architecture, c'est un phénomène historique, culturel. Sur lequel, comme dans ton cours, le point de vue, c'est celui d'observer. D'observer l'architecture telle qu'elle a été construite
dans quel contexte géographique, dans quel contexte climatique, dans quel contexte socio-économique et socio-technique. Qui savait construire comment? Ouais. L'économie et l'écologie sont considérés comme deux domaines scientifiques. Alors vous savez, les sciences, j'en ai beaucoup mangé quand j'étais petit, et même un peu plus grand. Une science, c'est comme un microscope. Si vous mettez l'œil dedans, vous allez découvrir des tas de choses que vous ne voyez pas. Seulement, si vous avez l'œil dedans, il y a des tas d'autres choses que vous ne voyez plus. Oui. Donc c'est très utile. Les sciences, il faut bien comprendre, dans le domaine scolaire, c'est érigé comme un dogme. Oui. Les sciences, c'est fait pour s'en servir. Ce sont des outils. Après, ça sert. Mais ça peut servir à plein de choses. C'est comme un marteau. Avec un marteau, par amour, on peut bâtir une ferme. Oui. Il y a une chanson qui raconte ça. Tout ça pour l'amour de sa belle. Mais bon, avec un marteau, par amour, on peut défoncer le crâne de sa belle-mère, parce qu'on trouve qu'elle est un peu aussi envahissante, et que contrarie l'harmonie du ménage. C'est moins bien vu, en général, notamment par la belle-mère. Donc, la science, elle n'est responsable de rien. C'est ceux qui s'en servent qui sont responsables de quelque chose. Quand vous êtes architecte, vous êtes maître d'œuvre. Vous pouvez faire appel à des ingénieurs qui vont faire partie de la maîtrise d'œuvre. Aussi pour expertiser un bâtiment. Mais vous allez avoir affaire aussi à des ingénieurs qui travaillent dans des entreprises. Je peux vous en parler puisque je l'ai vécu. Un ingénieur en entreprise, on lui demande évidemment de ne pas être un assassin, de faire des bâtiments qui vont s'effondrer. Mais sa préoccupation première, ça va toujours être le bénéfice de l'entreprise. C'est ça qu'on lui demande. Et il va toujours peser sur les décisions dans le sens de faire du bénéfice à l'entreprise. Et donc, il va s'appuyer sur des arguments scientifiques. Si vous n'avez pas la culture scientifique, vous allez avaler tout ce qu'on raconte. C'est aussi simple que ça. Même dans les bureaux d'études, les ingénieurs sont très spécialisés et pèsent uniquement pour leur discipline. L'acousticien ne parlera que d'acoustique, le thermicien ne parlera que de thermique. Dans une logique qui est une logique réglementaire qui a été pondue essentiellement pour faire plaisir aux thermiciens. Ils ont théorisé le confort, qui est un point de vue qui est très discutable, parce que le confort c'est très subjectif. Ça change, vous voyez. Ça change d'une personne à l'autre, et ça change d'un moment à l'autre pour la même personne. Et souvent, l'impression de confort, elle résulte non pas d'un état, d'un niveau de température, mais d'un changement de température. Vous avez eu très froid, vous avez été faire du vélo, vous revenez de transit, vous vous collez à côté d'un point de chauffe maximal, vous avez une sensation de confort optimale. Ça dure qu'un temps, mais c'est comme ça. Vous voyez, pareil pour les personnes qui vont faire dans un sauna ou se bouillir, et presque on peut venir à la neige. Une sensation de confort. C'est très subjectif. C'est comme ça. On a voulu normaliser le confort, ça coûte très très cher en énergie. Le fait de normaliser le confort. En fait, quand on veut avoir une température qui reste entre 18 et 22 degrés, ça veut dire qu'on va avoir des appareils de chauffe et de refroidissement qui vont se mettre en route chaque fois qu'on dépasse 22, chaque fois qu'on descend en dessous de 18. Vous voyez ? Et si vous dites entre 19 et 21, ben, les appareils en question vont se mettre en route beaucoup plus souvent et vont consommer beaucoup plus d'énergie. Donc ce pincement du confort, qui a été quelque chose prôné par les thermiciens, tout en racontant des histoires d'économie d'énergie, coûte très cher en énergie. Vous voyez ? Et ça, c'est un petit exemple, mais je pourrais vous demander autant pour la structure et compagnie, où les gens veulent vous fabriquer un maximum de béton, d'éléments de béton, uniquement pour vendre le béton. Ça se vend en mètres cubes. Comprendre. Donc cette question de la culture scientifique, à quoi ça sert et comment ça doit servir, eh bien, il y a deux points de vue qui sont premiers, qui sont l'écologie, mais au sens humaniste du terme. Ce n'est pas l'écologie contre l'espèce humaine.
Pourquoi? Parce que l'écologie contre l'espèce humaine, dans une école d'architecture, ça veut dire qu'on ne construit plus rien. Hein? La nature est bonne, l'homme est victime, donc il faut bien les coucher dehors. Et c'est ce qui se passe de plus en plus dans un pays comme la France, où vous avez de plus en plus de gens qui sont exclus. Parce qu'au nom de réglementation thermique, au soi-disant au nom de l'écologie, on fait monter le niveau du confort, on fait monter le seuil d'accessibilité, et donc vous avez de plus en plus de gens qui sont dans des situations précaires, qui n'ont plus accès à un logement décent. Donc, cette question de l'écologie, il faut bien la resituer au sens développement durable, c'est-à-dire à la fois social et environnemental. Donc la maîtrise écologique du projet, c'est aussi une maîtrise économique. C'est ce que disait Roger à l'instant, quand il disait qu'il fallait, quand on diagnostique un bâtiment, faire un diagnostic social aussi, parce que si la réhabilitation du bâtiment, ça consiste à virer la moitié des personnes, dont des personnes âgées qui ont beaucoup de mal à s'adapter à un changement, ça s'est fait dans mon quartier il y a 30 ans, il y a eu des morts. C'est aussi simple que ça. Est-ce que des gens qui ont vécu toute leur vie dans un appartement, vous pouvez leur expliquer que leur appartement est pourri, si vous les virez et vous les envoyez à peu près n'importe où, ils s'en remettent pas. C'est aussi tragique que ça. Donc, le cours Architecture, Économie, Écologie consiste pour examiner ce que peut nous apporter le regard écologique sur l'architecture, sur l'histoire de l'architecture, et puis ce que nous apporte aussi le regard économique. Ça nous apporte plein d'enseignements. D'abord, comment on met ça en œuvre? A priori, c'est monstrueux comme sujet, mais le sien aussi. C'est extraordinaire. En fait, je fais cette conférence qui examine le fonctionnement de ce dispositif à 7 échelles différentes. À l'échelle de la planète, à l'échelle d'un pays, à l'échelle d'un secteur d'activité, de la construction, à l'échelle d'une agence d'architecture, à l'échelle d'un bâtiment, à l'échelle d'une opération de construction de bâtiment. Pas tout à fait pareil. Et ça, c'est moi qui me tape les exposés, et vous n'êtes pas du tout noté là-dessus. Mon objectif, c'est de vous transmettre une culture scientifique. Et de vous caler les choses dans la tête. À quoi ça peut servir, à quel moment, et comment d'autres peuvent se servir des mêmes choses pour me raconter des balières. Donc ça, je vous le transmets, je ne cherche pas à vous évaluer parce que je sais bien que c'est un objectif ambitieux, compliqué, mais malheureusement, c'est comme le sujet de Roger, c'est nécessaire. Ce sur quoi je vous fais travailler, chacun d'entre vous, vous choisissez un matériau et une région. Ce matériau, vous allez l'examiner comme on devrait le faire classiquement dans une école d'architecture, du point de vue de ses qualités esthétiques, mais aussi de ses qualités physiques, du point de vue mécanique, du point de vue thermique, du point de vue acoustique. Parce que les spécialistes dont je vous parle, ils voient toujours qu'un seul point de vue, mais nous, on ne construit qu'un seul bâtiment. On fait construire qu'un seul bâtiment. Donc, quand on choisit un matériau, il faut qu'il réponde à toute une série d'exigences. Et la tendance actuelle, et c'est ça qui fait beaucoup monter les prix, c'est d'empiler les matériaux, d'en mettre de plus en plus. Un qui est super performant du point de vue acoustique, un autre qui est super performant. C'est très gentil, ça coûte cher. Ça vieillit très mal. Parce qu'un bâtiment, ça vieillit. Le temps change. Nous sommes dans des climats variables. Ça, c'est une donnée qui est une chance pour nous adapter au phénomène de réchauffement climatique. C'est-à-dire que nous avons l'habitude d'avoir des variations. On ne peut pas faire de l'architecture que pour le soleil, comme des gens qui sont dans le désert, ou que pour le froid, comme ceux qui sont dans les pays nordiques. Nous, il faut qu'on fasse avec tout, parce qu'on a droit à tout dans l'année, et même dans la journée, on ne sait même pas comment s'habiller. C'est vous dire qu'on est dans des climats variables, et il faut bien avoir conscience qu'un bâtiment, il va travailler. Il va travailler mécaniquement quand il fait du vent, quand il y a de la neige dessus. Il va travailler du point de vue des dilatations, des contractions. Et plus vous avez mis de matériaux, plus vous aurez des différences de comportement, plus vous allez voir apparaître des fissures et des phénomènes un peu bizarres. Vous voyez ? Donc,
cette question de la connaissance des matériaux et de leur qualité des différents points de vue, ça vous permettra d'être des prescripteurs qui précisément ne mettent pas trop de matériaux, optimisent l'emploi de quelques matériaux, ce qui donne d'ailleurs en général une architecture plus simple et plus lisible du point de vue esthétique. Bon, ça c'est ce point de vue de l'évaluation du matériau en soi. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, les enjeux environnementaux pour un matériau, ce n'est pas seulement des qualités dans l'absolu.